Ouais. Donc, bonjour, je vais présenter le cas d'une jeune patiente qu'on a vue à Brest. Elle est née en 2015 et elle a été suivie à partir de 2020 en dermatogénétique pour une anhydrose généralisée qui était à l'origine d'une intolérance à la chaleur. Cette intolérance à la chaleur avait été remarquée très tôt, dès la première année de vie, où les parents remarquaient qu'elle ne supportait pas les températures qui excédaient 23 degrés et elle recherchait systématiquement la fraîcheur. Il y a eu plusieurs épisodes d'hyperthermie pour lesquels les parents la couvraient de linge mouillé et ils ont aussi déménagé du sud de la France vers la Bretagne, dont le père est originaire. Au niveau de la famille, elle est issue d'un couple non apparenté. Elle a un petit frère en bonne santé. Son père est donc d'origine bretonne. Il a été diagnostiqué d'un TDAH comme un de ses neveux. Du côté de la mère est également en bonne santé. Elle vient de La Réunion. Et il n'y a pas d'antécédent à connotation génétique dans sa famille. Pour dire un mot rapide, au niveau des antécédents, elle est née à 39 semaines, elle est née à terme. Les mensurations à naissance étaient normales, il y a une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Sa croissance est restée stable entre plus 2 et plus 3 DS, ses parents étant eux-mêmes déjà assez un peu grands. Dans la première année de vie, il y a eu plusieurs épisodes de conjonctivite et à 18 mois et à 2 ans, des épisodes de pyélonéphrite. Au niveau de l'examen clinique, il n'y avait pas de dysmorphie faciale. Concernant l'examen de la peau et des fanères, on avait donc l'anhydrose cutanée avec une xérose cutanée marquée qui prédominait au niveau des extrémités, des lésions d'eczéma, une kératose pilaire. Il n'y avait pas d'hypotrichose au niveau des sourcils, les cheveux étaient fins et frisés de densité normale comme ceux de sa mère, sans anomalie retrouvée au dermoscope. Il n'y avait d'autre part pas d'anomalie des ongles. Par ailleurs, il n'y avait pas d'anomalie des dents, pas d'acroparesthésie, pas de plainte douloureuse, pas de tableau digestif, pas de fatigabilité. A priori, il n'y avait pas d'insensibilité à la douleur et j'y reviendrai plus tard, mais les parents n'avaient pas fait rapporter d'antécédents de fracture passée inaperçus. Concernant le développement psychomoteur, la station assise a été acquise à 9 mois, la marche à 15 mois, il y a par contre eu un petit décalage dans l'acquisition du langage. Les parents remarquaient assez tôt des difficultés relationnelles avec une tendance à s'isoler du groupe et à être mutique et des crises de colère qui étaient assez marquées. Le diagnostic de TDAH a été porté en avril 2024 et est depuis traité par méthylphénidate. Devant ce tableau, il y a eu plusieurs hypothèses. D'abord la maladie de Fabry, mais il n'y avait pas en fait beaucoup d'éléments en faveur, étant donné qu'il y avait seulement l'anhydrose. Elle a été vue en RCP dysplasie ectodermique qui proposait une mutation dans le gène WNT1A, mais il y avait également assez peu d'éléments en faveur. Un autre avis proposait un syndrome beaucoup plus rare, celui d'anhydrose isolée généralisée avec glande tutoripare intacte. Mais au final, tous les premiers examens sont revenus négatifs, ce qui a conduit à la réalisation d'un génome en trio, qui a retrouvé ceci. 2 variants classés probablement pathogènes dans le gène NTRK1, un variant d'origine maternelle qui est un variant touchant le site dépistage, donneur dépistage de l'intron 7, et le variant d'origine paternelle qui touche un acide aminé très conservé. Donc, le gène NTRK1, une perte de fonction dans ce gène donne le syndrome SIPA pour insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose, qui est aussi appelé H54 pour neuropathie autonome sensorielle héréditaire de type 4. C'est une maladie autosomique récessive qui a été décrite par Swanson en 1963. Le gène NTRK1, donc, il est situé en région 1Q de 3.1 qui comporte 17 exons et code pour un récepteur tyrosine kinase qui est un récepteur au NGF. Le système TRK-NGF joue un rôle important dans la croissance et la survie neuronale. Ainsi, chez les patients SIPA qui ont fait une biopsie cutanée, on ne retrouve pas de fibre C amyélinisée. Il joue également un rôle dans la plasticité synaptique et dans la différenciation des cellules mésenchymateuses et du périosthe en fibroblastes, et également dans la signalisation des lymphocytes B. À ce jour, il y a plus de 100 variants pathogènes qui ont été décrits. Il a été tenté d'établir des corrélations génotype-phénotype, notamment au niveau de la déficience intellectuelle qui est présentée chez les patients, mais ça n'a pas été très fructueux. C'est une pathologie qui est ultra rare, sauf dans 2 populations, au Japon où il y a eu un effet fondateur, et en 2009, il y avait déjà entre 130 et 210 patients qui avaient été recensés, et on retrouve chez eux, chez 50% d'entre eux, le même variant. Et dans les populations bédouines d'Israël et de Palestine, on retrouve chez 90% des patients SIPA le même variant. En France, il y a eu une étude rétrospective faite en 2021 au niveau national qui a retrouvé sur les 20 dernières années 7 patients, dont 2 qui étaient d'origine française. De manière un peu assez intéressante, le patient d'origine algérienne a présenté le même variant que les populations bédouines d'Israël et de Palestine.
Au niveau de la clinique, chez ces patients, donc il y a au premier plan l'insensibilité à la douleur et à la température, mais qui n'impacte pas du tout le toucher. Il y a aussi des hypotonies qui sont fréquemment remarquées dans les premières années de vie et qui se normalisent avec l'âge. Il y a un retard psychomoteur qui est très fréquent. Après, il y a une déficience intellectuelle, mais qui est un peu plus variable. Chez 50% des patients, on retrouve une hyperactivité, une labilité émotionnelle. L'anhydrose aussi, qui est présente chez quasiment tous les patients, qui est à l'origine d'une hyperthermie qui peut être responsable de crises convulsives. Et parfois des hypothermies sont décrites, mais de manière un peu plus rare. En lien avec l'insensibilité à la douleur, il y a des comportements d'automutilation qui sont décrits chez beaucoup de patients qui peuvent aller jusqu'aux amputations, notamment au niveau de la langue, et des doigts et des orteils, comme on peut le voir ici. Il y a beaucoup de complications au niveau orthopédique et au niveau infectieux, avec des luxations de hanches, des fractures qui sont répétées, des brûlures et des déformations articulaires avec des arthropathies de Charcot qui sont retrouvées aussi fréquemment. Parmi les complications infectieuses, il y a les spondylocytes qui sont malheureusement vues assez tard. Le premier patient, celui-là, il a été vu parce qu'il a développé en quelques jours il avait de la fièvre, il a développé en quelques jours une scoliose. Et le patient d'à côté est malheureusement devenu paraplégique après, parce qu'il a été pris en charge un peu trop tard. Au niveau cutané, on retrouve des lésions d'eczéma et également des kératodermies palmoplantaires. Et au niveau oculaire, les infections de la cornée sont également très fréquentes en lien avec la perte chez certains patients du réflexe cornéen. Donc la présentation clinique est assez stéréotypée chez les 7 patients qui ont été trouvés en France. 100% présentaient l'insensibilité à la douleur, l'anhydrose, la déficience intellectuelle, les comportements d'automutilation. La revue de la littérature qui a été faite par une équipe coréenne en 2024 était un petit peu plus retrouvait des résultats un peu plus variables, mais il y avait toujours 97% d'anhydrose, 94% d'insensibilité à la douleur, 75% de déficience intellectuelle et 75% de comportement d'automutilation. Donc le diagnostic, il est posé en général de façon clinique dès la première année de vie devant une présentation classique d'insensibilité à la douleur avec comportement d'automutilation et d'anhydrose. Il est important que ce diagnostic soit posé de manière très précoce parce que la morbimortalité en lien avec ce syndrome est élevée. Il est estimé que 20% des patients décèdent avant 3 ans en lien avec les hyperthermies, les traumatismes répétés et les infections. Chez notre patiente, elle ne présentait pas un tableau aussi sévère, mais c'était très important pour eux, la famille, de porter ce diagnostic. Et également en se replongeant dans ce dossier pour pouvoir la réévaluer, parce que les parents ne s'en souvenaient pas du tout, mais à l'âge de 5 ans, elle a bien fait une fracture qui est passée inaperçue. La petite histoire, c'est qu'elle s'était coincée juste la main dans une porte. Au bout de 3 semaines, les parents ont remarqué qu'il y avait l'œdème qui n'avait pas diminué. Ils ont fait une radio, il y avait bien une fracture. Et donc, oui, elle n'était pas douloureuse dessus. Au final, j'aimerais vraiment souligner l'importance du génome qui a permis d'éclaircir sa présentation qui était peu typique et de mettre fin à l'errance diagnostique dans cette famille. Et je n'ai pas grand-chose d'autre. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Sarah. Tu as parfaitement répondu à la demande en termes de présentation. Encore un exemple de gène finalement qu'on retrouve muté dans le cancer. Tout à l'heure a été évoqué PIK3. C'est aussi, on retrouve, il y a CTNNB1 aussi qu'on retrouve en lien entre le cancer et les déficits intellectuels. Vraiment les choses qu'on découvre. Ça m'a beaucoup intéressée parce que je pense que on a un des patients qui est dans la série française, là, à Rennes. Il y a un autre avantage, c'est que cette malheureuse famille, en fait, était accusée de maltraitance chez cet enfant parce qu'il avait des fractures partout, des plaies partout, il revenait sans arrêt à l'hôpital, etc. Et quand on avait diagnostiqué, c'est très vieux parce qu'il est adulte, ce patient maintenant, mais je crois que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué dans ma carrière, où on a eu l'impression d'être utile, en tout cas, parce que quand on a pu diagnostiquer cette insensibilité à la douleur, etc., voilà, malheureusement, ça ne l'a pas soigné, mais pour les parents, ça a été un tournant
incroyable, et d'autant que la mère, elle a dédié vraiment sa vie à cet enfant, et ça continue. Donc le diagnostic différentiel, dans les avantages de poser un diagnostic précis aussi, avec un pronostic et des choses à surveiller, il y a aussi des fois le diagnostic différentiel qui est important. Oui, c'est le gros diagnostic différentiel, la maltraitance. Donc, oui. Il y avait des questions. Le chat n'est pas dynamique ce matin. Il y a moins de personnes. Bon, une autre histoire, ce coup-là. Là, c'est l'histoire d'une cohorte de patients qui sont porteurs de variants dans AKT3, un gène que peut-être vous connaissez déjà pour un syndrome qui associe une mégalencéphalie, une hydrocéphalie, une déficience intellectuelle. Et c'est une cohorte qui a été initiée par le docteur Tran Motrem et que je remercie de m'avoir en partie confiée. Alors, c'est l'histoire de cette cohorte de 14 patients, un patient à Besançon, un à Nantes, 4 familles entre Rennes et Saint-Brieuc, donc 9 patients, et 2 familles à Montpellier, 3 patients. Quand je vous ai mis les petits arbres pour montrer que c'est souvent des cas hérités, parfois avec, là, il y a une famille notamment où c'est 2 jumeaux, c'est une famille de Rennes qu'on a pas mal explorée. Alors voici d'emblée pour vous présenter ces patients le visage de certains. Je n'avais pas récupéré les photos de toute la cohorte, mais l'idée était plutôt de vous montrer qu'on n'a pas noté de dysmorphie non plus très spécifique. Les deux se ressemblent, mais ce sont les 2 frères jumeaux. Et donc c'est normal. Et la courbe du périmètre crânien est celle du petit de droite, qui est assez impressionnante avec cette microcéphalie prénatale et postnatale. Sur le plan clinique, il présente un trouble du développement intellectuel léger, avec plutôt des patients qui vont avoir une trajectoire où ils vont pouvoir travailler en ESAT, s'intégrer dans le milieu parfois classique. Une microcéphalie pré- et postnatale, en général avec un périmètre crânien entre -2 et -4, voire -5 DS. 3 patients pour lesquels il n'y a pas de franche microcéphalie, ils sont néanmoins en bas des courbes, 8e percentile, -1,5 DS, et un des 2 jumeaux qui est à -0,5 DS. Ils ont tous un retard du développement psychomoteur qui prédomine sur le langage. Sur la marche, il y a un seul enfant pour lequel on a rapporté qu'elle était un peu tardive à 18 mois. Et puis après, des troubles du comportement assez peu spécifiques de type intolérance à la frustration, TDAH, stéréotypie, des profils anxieux.
on s'est intéressé à récupérer les imageries cérébrales de ces patients, notamment suite aux imageries cérébrales des 2 jumeaux à Rennes. Alors c'est bien 2 imageries cérébrales séparées, hein, c'est bien les 2 jumeaux. Ils ont exactement la même, avec la même atrophie du vermis et le corps calleux qui est court, mais qui est complet. Les autres imageries cérébrales qu'on a récupérées sont en majorité normales. Un autre patient qui a une dysplasie partielle septo-optique et une hypoplasie linéaire optique. Et lorsqu'on regarde les variants des patients de la cohorte, donc pour 3 familles, ce sont des variants ponctuels dans AKT3 qui sont localisés plutôt en fin du gène, avec un faux sens, un frameshift, un splice, et 4 délétions. Alors on s'est intéressé à récupérer uniquement les patients qui ont des délétions de AKT3 et qui n'emportent pas les gènes ni en amont ni en aval. Il y en a pas mal de décrits avec des délétions plus larges, mais là on s'est restreint dans la cohorte à vraiment les délétions impliquant uniquement AKT3. Le gène AKT3, la protéine, c'est un gène qui est localisé à la fin du chromosome 1 en région 1Q44. 14 exons, il a une expression ubiquitaire, mais il est principalement exprimé dans le cerveau. Et il code pour une protéine de la famille AKT, avec les protéines AKT1, AKT2, AKT3, donc des kinases. On les appelle aussi les kinases B. Et elles ont un rôle, on va reparler de cette voie-là, PIK3, AKT-mTOR. Donc la voie PIK3 AKT-mTOR, c'est une voie qui est bien connue en cancérologie, bien connue dans les phénomènes d'hypercroissance. AKT, on voit qu'ils ont un rôle central dans la voie. Et c'est une voie donc, qui va avoir un rôle dans la régulation du métabolisme, la prolifération cellulaire, la survie cellulaire, la croissance, l'angiogénèse. Bref, tout ce qui est hyper exprimé dans le cancer. 2 façons d'activer cette voie, soit en extracellulaire par les récepteurs à l'activité de tyrosine kinase, soit en intracellulaire dès lors qu'il y a des mutations ou des surexpressions de protéines de la voie. Si on regarde un petit peu dans la littérature, AKT3, il est décrit pour ce phénotype de mégalencéphalie, polymicrogyrie, polydactylie, hydrocéphalie syndrome, le syndrome MPPH2, donc qui est un syndrome d'hypercroissance qui survient majoritairement de novo avec un phénotype sévère, et les imageries cérébrales que vous voyez là. Donc, clairement, ce n'est pas le phénotype de nos patients, c'est même complètement l'opposé. On s'est intéressé à regarder les microdélétions qui sont rapportées. Alors là, les microdélétions plus larges, de la région 1Q43 à 1Q44, donc des grandes délétions qui impliquent AKT3, mais également les gènes alentours. Il y a à peu près 90 patients qui sont rapportés dans la littérature. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un phénotype qui est en partie très concordant avec nos patients. Une microcéphalie qui est quasi systématique, des anomalies au niveau du corps calleux, des agénésies, des hypoplasies, ce qui fait écho à l'IRM de nos 2 patients. Un retard du développement, un trouble du développement intellectuel qui est lui aussi variable, alors globalement plus sévère que celui rapporté dans notre cohorte, mais on a des délétions beaucoup plus larges et plein d'autres choses associées. On est souvent dans du malformatif ou des retards assez spécifiques avec des troubles du comportement, épilepsie, hypotonie, polydactylie, hypospadias, cardiopathie. Dans cet article de 2022 qui faisait la review de ces 90 patients, ils identifiaient une zone minimale critique qui est ici, celle-ci, et qui en fait, en plein milieu, il y a AKT3. En fouillant encore la littérature, on retrouve un seul case report de 2020 d'une patiente, alors une petite de 6 ans, qui est rapportée avec un variant non-sens dans AKT3. C'est le seul variant ponctuel rapporté dans la littérature, et c'est une petite fille qui présente un retard du développement, un trouble du développement intellectuel plutôt léger, une microcéphalie importante. Alors à la naissance, un périmètre crânien à 31,3 cm, elle est née à terme. À 6 ans, elle a un périmètre crânien sur -5 DS, un QI à 74, donc un profil plutôt en bas des courbes. Et la ségrégation parentale était incomplète, donc on ne sait pas si c'est pas hérité de sa mère en tout cas, mais on ne sait pas si c'est hérité du père ou pas. Et son IRM fait quand même bien écho également à celle de nos patients avec cette hypoplasie vermienne et un corps calleux qui est également considéré un peu fin en partie postérieure. Donc finalement, on en conclut que les petites délétions qui emportent AKT3 sont plutôt des novos, mais parfois héritées, responsables de la microcéphalie et d'un phénotype plus sévère de déficience intellectuelle, mais qu'il y a aussi un case report d'un patient avec un variant ponctuel non-sens. Et donc, on pose l'hypothèse que ces variants perte de fonction soient responsables de la microcéphalie. Reporté sur la figure,
ici donc les gènes de tous nos patients, enfin les variants de tous nos patients, et le non-sens rapporté était également à peu près dans la même région que ceux qu'on a identifiés. Donc notre conclusion est que finalement on décrit ici un phénotype en miroir avec d'un côté les gains de fonction qui sont très bien décrits dans la littérature, avec ce syndrome d'hypercroissance, de mégalencéphalie, de polymicrogyrie, d'hydrocéphalie, où en fait il y a une activation de la voie PIK3-AKT-mTOR. Et donc nous, ce qu'on rapporte, c'est cette perte de fonction qui, en regard, est associée à la microcéphalie, à un trouble du développement intellectuel plus léger, avec parfois des situations où les variants sont hérités, ou pourront ségréger dans des familles, des hypoplasies vermiennes, des anomalies du corps calleux qui semblent moins systématiques, mais qui sont quand même rapportées et dans la littérature et dans notre cohorte, et donc probablement une diminution d'expression de cette voie PIK3-AKT-mTOR. Alors je pensais pouvoir vous en présenter un petit peu plus aujourd'hui, mais finalement on en est encore à l'état de pistes pour du fonctionnel. Déjà, on va avoir davantage de patients qui vont être rapportés. On a 2 patients à Nantes pour lesquels on attend les descriptions avec le docteur Lison. Un patient à Lyon, 2 patients à Dijon, qui sont des patients qui ont des variants ponctuels, donc ça sera d'autant plus intéressant pour la cohorte. Et 3 de nos patients, dont les 2 jumeaux, ont eu des biopsies cutanées avec l'objectif d'étudier les fibroblastes, qui ont été adressés au docteur Gégaud à Dijon. Et il sera réalisé du Western blot sur la protéine AKT3 et sur les protéines en aval. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu tôt. Les anticorps ont été commandés mais ne sont pas arrivés dans l'été comme prévu. Et donc l'hypothèse, c'est soit qu'il y aurait une diminution d'AKT3 lui-même, donc une diminution quantitative de la protéine, ou alors une protéine qui serait à un taux normal, mais qui ne serait pas fonctionnelle, et donc il y aurait une diminution d'expression des protéines en aval. Donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier, et on vous reparlera un peu plus tard. Donc pour finir, je remercie l'ensemble des équipes qui ont collaboré avec nous, qui nous ont envoyé les données des patients, et surtout l'équipe de Dijon avec qui on collabore pour la partie fonctionnelle. Et si vous avez vous-même dans vos patientèles des patients qui sont porteurs de variants ponctuels ou de délétions vraiment qui concernent uniquement le gène AKT3, eh bien je suis très intéressée pour récupérer le phénotype clinique, les mutations, l'IRM cérébral s'ils en ont eu. Voilà. Merci beaucoup, Oriane. Donc là, encore un exemple, comme avec des gains, des pertes de fonction au sein du même gène, ou surtout sur les conséquences sur la protéine, et pas facile à suspecter sur les faux sens, en fait, pour savoir si c'est un gain ou une perte de fonction. Ça, c'est vraiment une grosse difficulté actuelle. Ici, on a la chance que le phénotype est quand même vraiment différent. Voilà. Alors là, il y a le phénotype qui va nous permettre de trancher pour les faux sens. On espère très orientant sur l'interprétation des variants faux sens. Oui. Des questions sur cette approche, ce phénotype Bon. Écoutez, merci à tous les orateurs, en tout cas, qui ont parfaitement respecté les règles du jeu. On boucle une session en temps, en heure, en avance. N'oubliez pas tous nos sponsors qui sont autour, qui sont encore là pour la matinée et qui sont là pour répondre à toutes vos questions et interagir avec nous, et en tout cas qui permettent d'avoir ce séminaire avec tout le monde, et ça c'est vraiment très précieux. Merci à tous.